Ce matin de septembre 844, les habitants de Premiège-Bilia, cette Séville prospère qui brillait au cœur d'Al-Andalus, se réveillaient dans l'insouciance. Personne ne pouvait imaginer que cette journée marquerait l'un des épisodes les plus violents de l'histoire de l'Espagne musulmane. Vers l'aube, une brume épaisse montait du Guadalquivir, créant cette atmosphère mystique si caractéristique de la région. Mais dans cette brume, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant prenait forme. Les premiers témoins parlent de voiles rouges rayées qui percent le brouillard matinal comme des fantômes. D'abord une, puis deux, puis des dizaines de silhouettes se dessinent sur le fleuve. Les gardiens des remparts écarquillent les yeux, incrédules. Ce ne sont pas des navires marchands habituels, ni des embarcations de pêche locales. Ces coques élancées, ces proues sculptées en forme de dragon, ces voiles caractéristiques ne trompent personne. Les dracars vikings remontent le Guadalquivir. 80 navires de guerre scandinaves avancent en formation serrée sur les eaux calmes du fleuve. À leur bord, près de 3000 guerriers du Nord, venus des fjords lointains de Norvège et de Danemark. Ces hommes ont déjà terrorisé les côtes de France, pillé les monastères irlandais, et maintenant, ils s'apprêtent à frapper au cœur de l'une des civilisations les plus raffinées de l'époque. L'émir Abd ar-Rahman, qui règne depuis Cordoue sur cet émirat omeyyade prospère, n'a aucune idée de ce qui se trame. Séville, avec ses 100 000 habitants, ses palais somptueux et sa grande mosquée, représente l'une des villes les plus riches d'Europe occidentale. Située à près de 100 km de la côte, elle semble à l'abri de toute attaque navale. Cette sécurité apparente va se transformer en piège mortel. Les Vikings ont soigneusement préparé leur coup. Depuis des mois, ils écument les côtes atlantiques, accumulant les renseignements sur cette riche cité andalouse. Ils savent que Séville concentre les trésors de l'émirat, que ses défenses sont principalement terrestres et que la voie fluviale reste largement négligée par les autorités locales. Cette négligence va coûter cher, mais cette attaque sur Séville ne surgit pas du néant. Elle s'inscrit dans une campagne de terreur qui a débuté plusieurs mois plus tôt, sur les côtes du nord de l'Espagne. Les mêmes dracars qui remontent maintenant le Guadalquivir ont déjà semé la désolation sur leur passage, et leur périple sanglant mérite d'être raconté. Tout a commencé au printemps 844, quand cette flotte viking déferle sur les côtes des Asturies. Le roi chrétien Ramiro Ier règne sur ce petit royaume du nord de l'Espagne, dernier bastion de la résistance chrétienne face à l'expansion musulmane. Ces guerriers, endurcis par des décennies de lutte contre les armées de Cordoue, ne se laissent pas impressionner par ces barbares du Nord. La rencontre a lieu près de la Corogne, au pied de la tour d'Hercule, ce phare romain qui défie les siècles. Les Vikings, habitués à terroriser des monastères isolés ou des villages sans défense, découvrent que les Asturiens ne sont pas des proies faciles. Le choc est terrible. Les haches scandinaves rencontrent les épées wisigothiques dans un fracas de métal qui résonne sur toute la côte cantabrique. Ramiro Ier dirige personnellement la charge de sa cavalerie lourde. Les Vikings, surpris par cette résistance farouche, voient leurs rangs se disloquer. Habituellement invincibles lors de leurs raids éclairs, ils subissent ici leur première défaite majeure en territoire ibérique. Les chroniques chrétiennes parlent de centaines de morts scandinaves, de navires en flammes et de guerriers du Nord fuyant vers leurs dracars dans un désordre total. Cette défaite aurait pu marquer la fin de leur expédition ibérique, mais les Vikings sont des guerriers tenaces. Plutôt que de repartir vers le Nord, ils décident de contourner le problème. Si les royaumes chrétiens résistent, pourquoi ne pas tenter leur chance contre les territoires musulmans du Sud? Cette décision va changer le cours de l'histoire d'Al-Andalus. La flotte redescend la côte atlantique, évitant soigneusement les ports fortifiés. Les Vikings cherchent des cibles plus faciles, des villes qui n'ont pas l'habitude de repousser les attaques navales. Ils frappent d'abord des localités côtières mineures, testant les défenses, accumulant du butin et surtout des informations sur les richesses qui les attendent plus au sud. C'est en août 844 qu'ils atteignent Lisbonne. Cette ville portuaire, aujourd'hui capitale du Portugal, mais alors simple cité provinciale de l'émirat de Cordoue, devient leur première conquête majeure en terre musulmane. Le gouverneur local, Waballah ibn Hazm,
voient arriver ces étranges navires sans comprendre immédiatement la menace qu'ils représentent. L'attaque de Lisbonne révèle toute la tactique viking. Ils ne cherchent pas à conquérir le territoire de façon permanente, mais à frapper vite et fort pour s'emparer d'un maximum de richesses avant que les défenseurs ne puissent s'organiser. 13 jours durant, ils pillent la ville, capturent des esclaves et accumulent un trésor considérable dans leur cale. Mais Wahb Allah ibn Hazm ne reste pas les bras croisés. Il envoie un message urgent à Cordoue, alertant l'émir Abd ar-Rahman II de cette menace inédite. Pour la première fois, les autorités musulmanes d'Espagne prennent conscience que des raiders venus du nord de l'Europe menacent leur territoire. Malheureusement, cette prise de conscience arrive trop tard pour empêcher le désastre qui se prépare. Quittant Lisbonne les cales pleines, les Vikings poursuivent leur route vers le sud. Ils s'attaquent successivement à Cadix, port stratégique de l'Andalousie, puis à Médina Sidonia, bourgade prospère de l'intérieur des terres. Chaque ville pillée leur apporte de nouvelles richesses et confirme que ce territoire musulman regorge de trésors facilement accessibles. Certaines sources mentionnent même qu'une partie de la flotte pousse l'audace jusqu'à traverser le détroit de Gibraltar pour attaquer Azila, sur la côte marocaine. Si cette information se confirme, cela ferait de cette expédition l'une des plus ambitieuses de l'époque viking, touchant simultanément l'Europe et l'Afrique. Mais c'est Séville qui représente le véritable objectif de cette campagne. Cette ville, ancienne capitale wisigothique devenue joyau de l'Al-Andalus, concentre les richesses de tout l'émirat. Ses marchés regorgent de soieries venues d'Orient, d'épices précieuses, d'or et d'argent. Ces palais abritent des trésors accumulés depuis plus d'un siècle de prospérité musulmane. Le 25 septembre 844 au matin, quand les habitants de Séville découvrent cette armada viking qui remonte leur fleuve, la stupeur paralyse la ville. Personne n'a envisagé qu'une attaque puisse venir par le Guadalquivir. Les défenses de la cité sont orientées vers la terre, pas vers le fleuve. Cette négligence stratégique va coûter très cher. Les Vikings établissent immédiatement leur base sur l'Isla Menor, cette île marécageuse du Guadalquivir, qui leur offre une position défensive idéale. De là, ils peuvent contrôler la navigation fluviale tout en organisant leurs assauts terrestres. Cette île devient rapidement un camp retranché d'où partent les expéditions de pillage qui vont ravager toute la région sévillane. Le 29 septembre, les autorités locales tentent une première contre-attaque. Le gouverneur de Séville rassemble à la hâte les forces disponibles et lance un assaut contre les positions vikings. C'est un désastre. Les guerriers scandinaves, aguerris par des décennies de raids en Europe, massacrent cette milice improvisée. Cette victoire facile convainc les Vikings que Séville est à leur portée. L'assaut final commence le 1er octobre. Les chroniques arabes de l'époque, particulièrement celle d'Ibn al-Qutiyya, décrivent une scène 500 apocalypse. Les Vikings déferlent sur les faubourgs de Séville en poussant leurs cris de guerre traditionnels. Leurs haches bipennes font des ravages parmi les défenseurs démoralisés. En quelques heures, les quartiers extérieurs de la ville tombent aux mains des assaillants. La population civile subit un sort terrible. Les sources musulmanes parlent de terreurs d'emprisonnement ou de mort infligées aux habitants. Les Vikings, fidèles à leur réputation, ne font pas de quartier. Ils tuent les hommes qui résistent, capturent femmes et enfants pour en faire des esclaves et pillent systématiquement tout ce qui a de la valeur. Seule l'Alcazaba, la citadelle fortifiée de Séville, résiste encore. Cette forteresse, construite sur une éminence dominant la ville, abrite les derniers défenseurs et une partie de la population civile. Ses murailles épaisses et sa position élevée la rendent difficile à prendre d'assaut. Les Vikings tentent plusieurs attaques, mais leurs échelles et leurs techniques de siège restent rudimentaires face à cette fortification sophistiquée. Furieux de ne pouvoir s'emparer de la citadelle, les Vikings s'acharnent sur le reste de la ville. Ils tentent notamment d'incendier la grande mosquée de Séville, symbole du pouvoir musulman. Mais les flammes refusent de prendre ce que les chroniqueurs arabes interprètent comme une intervention divine protégeant le lieu saint. Pendant 7 jours, les guerriers du Nord transforment Séville en un véritable enfer. Ils pillent les maisons des riches marchands, vident les entrepôts des souks, s'emparent des bijoux et des œuvres d'art qui ornent les palais.
Le butin accumulé est considérable. Or, argent, soieries, épices, esclaves. Jamais un raid viking n'avait rapporté autant de richesses. Mais les Vikings ne se contentent pas de piller Séville intramuros. Ils organisent des expéditions dans toute la région environnante. Des détachements partent vers Cordoue, la capitale de l'émirat, pour tester les défenses de cette ville encore plus riche. D'autres groupes s'attaquent aux bourgades voisines comme Moron de la Frontera, pillant systématiquement tout sur leur passage. Cette phase de terreur pure révèle la supériorité tactique des Vikings. Leur mobilité, leur discipline militaire et leur brutalité calculée déstabilisent complètement les défenses andalouses. En quelques jours, ils ont pris le contrôle de l'une des régions les plus prospères d'Europe occidentale, semant la panique jusqu'aux portes de Cordoue. Quand la nouvelle du sac de Séville parvient à Cordoue, l'émir Abd ar-Rahman II entre dans une rage terrible. Ce souverain omeyyade, habitué à régner sur un territoire prospère et sûr, découvre que des barbares venus du bout du monde ont osé défier son autorité au cœur même de ses possessions. Abd ar-Rahman II n'est pas un prince efféminé. Petit-fils du fondateur de l'émirat omeyyade d'Espagne, il a hérité du sang guerrier de sa lignée. Sous son règne, Al-Andalus connaît une prospérité économique et culturelle exceptionnelle. Mais cette richesse ne l'a pas rendu mou. Face à cette provocation inédite, il réagit avec une efficacité qui va surprendre les Vikings. L'émir convoque immédiatement son conseil de guerre. Son Hajib, premier ministre, Issa ibn Shuhayd, prend la tête des opérations militaires. Cet homme d'État expérimenté comprend immédiatement l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement de reprendre Séville, mais de montrer à tous les ennemis potentiels d'Al-Andalus que l'émirat sait défendre ses territoires. La mobilisation est impressionnante. Des messagers partent dans toutes les directions pour rassembler les troupes. Les gouverneurs des provinces reçoivent l'ordre de marcher sur Séville avec tous leurs hommes disponibles. Même les forces frontalières, habituellement chargées de surveiller les royaumes chrétiens du Nord, sont rappelées pour cette campagne exceptionnelle. Ce qui rend cette mobilisation remarquable, c'est sa rapidité. En moins de 3 semaines, Abd ar-Rahman II réussit à rassembler une armée considérable, chose que les royaumes chrétiens d'Europe occidentale mettent habituellement des mois à accomplir. Cette efficacité administrative et militaire va jouer un rôle décisif dans la suite des événements. L'armée qui se rassemble à Cordoue présente une diversité étonnante. Le noyau est constitué de la garde personnelle de l'émir, composée principalement d'esclaves militaires slaves et de mercenaires berbères. Ces soldats professionnels, parfaitement équipés et entraînés, forment l'épine dorsale des forces omeyyades. Mais l'événement le plus surprenant de cette mobilisation est l'arrivée de Moussa ibn Moussa al-Kassi. Ce personnage fascinant dirige le puissant clan des Banu Qazi, une famille d'origine wisigothique convertie à l'islam qui contrôle une grande partie de la vallée de l'Èbre. Officiellement vassal de l'émir de Cordoue, Moussa ibn Moussa mène en réalité une politique autonome qui l'oppose souvent aux Omeyyades. Sa décision de rejoindre la campagne contre les Vikings révèle l'ampleur de la menace perçue. Moussa ibn Moussa comprend que si les raids vikings se multiplient, c'est tout l'équilibre d'Al-Andalus qui risque d'être remis en cause. Mieux vaut s'allier temporairement avec Cordoue pour éliminer cette menace externe plutôt que de risquer voir son propre territoire ravagé par ces barbares du Nord. L'armée, qui marche sur Séville en octobre 844, rassemble donc des forces qui ne combattent jamais ensemble d'habitude. Arabes de Cordoue, Berbères du Sud, Muladis convertis de la vallée de l'Èbre, tous unis face à l'ennemi commun. Cette union sacrée va jouer un rôle décisif dans la victoire finale. Issa ibn Shuhayd établit son quartier général sur la colline d'Aksaraf qui domine Séville. De cette position élevée, il peut observer les mouvements vikings tout en coordonnant l'arrivée de ses renforts. La stratégie andalouse est claire: encercler les vikings, couper leur voie de retraite et les détruire méthodiquement. Début novembre 844, la situation stratégique s'inverse complètement. Les Vikings, qui dominaient la région sévillane depuis plus d'1 mois, découvrent qu'ils sont désormais encerclés par des forces largement supérieures en nombre. L'ivresse de la victoire facile laisse place à l'inquiétude de guerriers expérimentés qui sentent le vent tourner. Les premières escarmouches révèlent que les troupes andalouses ne ressemblent en rien aux milices locales que les Vikings ont facilement écrasées en septembre. Ces soldats professionnels manœuvrent avec précision, utilisent des tactiques sophistiquées et surtout, ils n'ont pas peur. Pour la première fois depuis le début de leur campagne ibérique, les Raiders du Nord
affrontent un adversaire à leur mesure. Le premier revers sérieux survient près de Mauron de la Frontera. Un détachement viking qui pillait cette bourgade tombe dans une embuscade parfaitement orchestrée par les troupes musulmanes. Les guerriers scandinaves, habitués à terroriser leurs ennemis par la surprise et la brutalité, découvrent qu'ils peuvent eux-mêmes être surpris et massacrés. Cette défaite a un impact psychologique considérable. Les Vikings comprennent qu'ils ne font plus face à des adversaires désorganisés, mais à une machine de guerre efficace. Leurs chefs commencent à envisager une retraite stratégique, mais les forces musulmanes ne leur en laissent pas le temps. Isa ibn Shuhayd resserre méthodiquement l'étau. Il fait surveiller tous les points de passage vers le Guadalquivir, empêchant les Vikings de regagner facilement leurs navires. Simultanément, ses troupes harcèlent constamment les positions scandinaves, les empêchant de se reposer ou de s'organiser efficacement. La cavalerie légère andalouse joue un rôle décisif dans cette phase de la campagne. Ces cavaliers berbères et arabes, parfaitement adaptés au terrain accidenté de la région sévillane, multiplient les raids éclairs contre les colonnes vikings. Ils frappent vite, causent des pertes et disparaissent avant que l'ennemi puisse réagir. Cette tactique de harcèlement permanent épuise progressivement les forces scandinaves. Les Vikings, habitués aux raids rapides suivis de retraites vers leurs navires, se trouvent contraints à une guerre d'usure pour laquelle ils ne sont pas préparés. Leurs effectifs diminuent jour après jour, tandis que leurs adversaires reçoivent continuellement des renforts. La situation devient critique quand les musulmans réussissent à couper complètement les communications entre les positions vikings de Séville et leur base navale de l'Isla Menor. Les guerriers du Nord se retrouvent isolés dans une ville hostile, sans possibilité de retraite facile et avec des réserves qui s'amenuisent rapidement. C'est dans ce contexte que se déroulent les combats les plus acharnés de cette campagne. Chaque rue de Séville devient un champ de bataille, chaque maison une forteresse miniature. Les Vikings, acculés, se battent avec l'énergie du désespoir, mais ils font face à un ennemi déterminé qui connaît parfaitement le terrain. Le 11 novembre 844, certaines sources mentionnent le 17, a lieu l'affrontement décisif de cette campagne. Les forces musulmanes, sous le commandement d'Isa ibn Shuhayd, acculer les Vikings dans la plaine de Taliata, près de l'ancienne cité romaine d'Italica. Cette bataille va sceller le sort de l'expédition scandinave en Andalousie. L'armée andalouse qui se déploie ce matin-là impressionne par sa diversité et son organisation. Au centre, l'infanterie lourde composée des gardes omeyyades et des troupes berbères. Sur les flancs, la redoutable cavalerie arabe et les contingents de Moussa ibn Moussa. À l'arrière, les unités de soutien avec leurs armes secrètes qui vont faire la différence. Face à cette armée régulière, les Vikings alignent ce qui leur reste de forces combattantes. Peut-être 2000 hommes, épuisés par des semaines de combats incessants, mais qui gardent intacte leur réputation de férocité au combat. Leurs haches bipennes brillent au soleil matinal, leurs boucliers ronds forment un mur d'acier, leurs cris de guerre résonnent une dernière fois sur la plaine andalouse. La charge initiale des Vikings suit leur tactique habituelle. Ils forment un coin d'attaque compact, le célèbre Svinfylking, ou groin de sanglier, qui leur a valu tant de victoires en Europe du Nord. Cette formation en triangle, avec les meilleurs guerriers en pointe, vise à percer les lignes ennemies par un choc frontal irrésistible. Mais les troupes andalouses ne sont pas les milices désorganisées que les Vikings ont écrasées jusqu'ici. L'infanterie musulmane tient bon sous l'impact de la charge scandinave. Les guerriers berbères, habitués au combat, rapprochés dans les montagnes du Maghreb, résistent à la pression viking avec une ténacité qui surprend les assaillants. C'est alors qu'entre en jeu la cavalerie lourde andalouse. Ces cavaliers cuirassés, montés sur des chevaux de guerre andalous, frappent les flancs de la formation viking avec une puissance dévastatrice. Les Vikings, habitués à combattre à pied, se trouvent désemparés face à cette charge de cavalerie qu'ils ne peuvent ni arrêter ni fuir. Mais l'arme secrète qui fait véritablement la différence, c'est le feu grégeois. Cette composition incendiaire, héritée de l'Empire byzantin, est utilisée massivement par les forces musulmanes. Des jarres enflammées, lancées par des catapultes, s'écrasent au milieu des rangs vikings, provoquant des incendies que les guerriers du Nord ne savent pas combattre. Le spectacle est terrifiant. Les guerriers scandinaves, ces loups de mer, qui ont semé la terreur sur toutes les côtes d'Europe, voient leurs compagnons brûler vifs sous le feu grégeois. Leur formation se disloque, leur morale s'effondre,
leur résistance organisée s'évapore en quelques heures. Les chiffres de la défaite viking sont éloquents. Selon les sources musulmanes, 1500 guerriers scandinaves périssent dans cette bataille. 400 sont faits prisonniers et 30 navires sont détruits ou capturés. Pour une expédition qui comptait initialement 3000 hommes, c'est un désastre absolu. Les survivants, paniqués, tentent de regagner leur drakkar amarré sur le Guadalquivir. Mais la flotte andalouse, rapidement constituée pour l'occasion, les attend. Ces navires de guerre musulmans, plus lourds et mieux armés que les drakkars vikings, infligent de nouvelles pertes aux fuyards. La déroute est totale. Les têtes des chefs vikings sont exhibées dans les palmiers de Séville comme trophées de guerre. La victoire est célébrée dans tout Al-Andalus. Pour la première fois depuis le début de l'ère viking, une expédition scandinave a été complètement anéantie par ses adversaires. La victoire d'Al-Andalus sur les Vikings en novembre 844 envoie une onde de choc dans tout l'Occident médiéval. Pour la première fois, les redoutables raiders du Nord ont été non seulement repoussés, mais véritablement écrasés. Cette démonstration de force musulmane impressionne autant les alliés que les ennemis de l'émirat omeyyade. Dans les chancelleries européennes, on prend soudain conscience que les musulmans d'Espagne ne sont pas seulement des adversaires redoutables sur terre, mais qu'ils peuvent aussi organiser une défense navale efficace. Cette révélation va modifier les équilibres géopolitiques de l'Europe occidentale pour les décennies suivantes. Abd ar-Rahman II exploite habilement cette victoire sur le plan diplomatique. Il fait largement diffuser le récit de la bataille de Taliata, envoyant des ambassadeurs dans toutes les cours méditerranéennes pour raconter comment Al-Andalus a réussi là où tant d'autres royaumes avaient échoué. Cette propagande de guerre habilement orchestrée renforce considérablement le prestige international de l'émirat omeyyade. Mais l'émir ne se contente pas de célébrer sa victoire. Il en tire immédiatement les leçons stratégiques nécessaires. La facilité avec laquelle les Vikings ont remonté le Guadalquivir révèle les faiblesses du système défensif andalou. Cette négligence de la défense fluviale ne se reproduira plus. Abd ar-Rahman II ordonne immédiatement la construction d'un arsenal naval à Séville. Ce chantier naval, Dar al-Sina en arabe, devient rapidement l'un des plus importants de la Méditerranée occidentale. Des ingénieurs venus de tout le monde musulman y construisent des navires de guerre selon les dernières innovations techniques de l'époque. Simultanément, l'émir lance un vaste programme de fortification des villes côtières et fluviales. Séville reçoit de nouvelles murailles, plus hautes et plus épaisses que les précédentes. Des tours de guet sont construites le long du Guadalquivir pour surveiller la navigation. Un système de signalisation par feu permet désormais d'alerter rapidement Cordoue en cas d'attaque. Cette révolution défensive transforme Al-Andalus en puissance navale méditerranéenne. En quelques années, la flotte omeyyade devient l'une des plus redoutables de son époque, capable de rivaliser avec les marines byzantines et fatimides. Cette montée en puissance navale permet à l'émirat de contrôler le détroit de Gibraltar et de projeter sa force sur les côtes africaines. L'impact de cette victoire dépasse le cadre strictement militaire. Sur le plan social, le succès contre les Vikings renforce la légitimité d'Abd ar-Rahman II auprès de ses sujets. Les populations d'Al-Andalus, qui ont vécu dans la terreur pendant les semaines du sac de Séville, voient dans cette victoire la preuve que leur souverain sait les protéger efficacement. Les héros de la campagne contre les Vikings sont richement récompensés. Isa ibn Shuhayd, l'organisateur de la victoire, voit son influence à la cour considérablement renforcée. Moussa ibn Moussa al-Kassi, malgré ses relations compliquées avec Cordoue, reçoit de nouveaux fiefs en récompense de sa participation à la campagne. Ces récompenses cimentent l'alliance entre les différentes factions de l'aristocratie andalouse. Un personnage particulièrement intéressant émerge de cette campagne, l'eunuque Nasr, qui s'est distingué lors des combats contre les Vikings. Ce militaire d'origine slave va devenir l'un des personnages les plus influents de la cour omeyyade, jouant un rôle majeur dans les décennies suivantes. Son ascension illustre la méritocratie relative qui caractérise l'administration andalouse. Parmi les épisodes les plus intrigants de cette guerre viking-musulman figure l'étrange histoire de l'ambassade d'Al-Ghazal. Selon certaines sources arabes, les Vikings survivants auraient envoyé une délégation diplomatique à Cordoue pour négocier les termes de leur reddition. En réponse, Abd ar-Rahman II aurait dépêché son poète de cour, Yahya ibn al-Hakam, surnommé Al-Ghazal, la gazelle,
en mission diplomatique vers les terres vikings. Cette histoire, rapportée notamment par Ibn Dihya au XIIIe siècle, soulève de nombreuses questions. Si elle est authentique, ce serait l'un des premiers contacts diplomatiques officiels entre le monde scandinave et l'islam occidental. Al-Ghazal aurait voyagé jusqu'en Scandinavie. Certains historiens pensent au Danemark, d'autres en Irlande viking, pour rencontrer les chefs des Raiders. Le récit d'Al-Ghazal, s'il est véridique, révèle des détails fascinants sur la société viking, vue par un intellectuel musulman. Il décrit des guerriers d'une beauté physique saisissante, comme des palmiers selon ses mots, mais d'une saleté repoussante. Il s'étonne du statut des femmes dans la société scandinave, bien plus libre que dans le monde musulman. Mais l'épisode le plus croustillant de cette ambassade concerne la prétendue liaison d'Al-Ghazal avec l'épouse du chef viking. Le poète Cordouin raconte comment cette femme, séduite par son raffinement oriental, l'aurait honorée de ses faveurs sous les yeux complaisants de son mari. Cette anecdote, vraie ou fantasmée, illustre le choc culturel entre deux civilisations aux codes moraux radicalement différents. Cependant, de nombreux historiens modernes contestent l'authenticité de cette ambassade. Les sources sont tardives et peu fiables. Il est possible que cette histoire soit une invention littéraire destinée à glorifier la diplomatie omeyyade. Néanmoins, elle témoigne de la fascination mutuelle qu'ont exercé ces deux mondes si différents l'un sur l'autre. Parmi les conséquences les plus surprenantes du sac de Séville figure le sort réservé aux Vikings capturés ou coupés de leur flotte. Selon l'orientaliste Évariste Lévy-Provençal, plusieurs dizaines de guerriers scandinaves auraient choisi de rester en Andalousie plutôt que de tenter un retour périlleux vers le nord. Ces Vikings isolés firent un choix pragmatique. Ils se convertirent à l'islam et s'intégrèrent dans la société andalouse. Cette conversion n'avait rien d'exceptionnel dans l'Al-Andalus du IXe siècle, où les conversions d'étrangers étaient courantes et généralement bien acceptées par les autorités omeyyades. Ce qui rend cette histoire particulièrement savoureuse, c'est la spécialisation professionnelle choisie par ces anciens raiders. Abandonnant leur hache de guerre, ils se reconvertirent dans l'élevage de chèvres et la production de fromage. Les régions de Cahora, Carmuna et Moron virent ainsi s'installer ces étranges fermiers aux cheveux blonds qui parlaient arabe avec un accent du nord. Leurs produits laitiers acquirent rapidement une réputation d'excellence dans toute l'Andalousie. Les fromages produits par ces anciens vikings devinrent si célèbres qu'ils seraient, selon la tradition, à l'origine de la renommée fromagère de Séville, qui perdure encore aujourd'hui. Cette reconversion illustre la capacité d'adaptation remarquable de ces guerriers paysans scandinaves. Cette intégration réussie révèle aussi la souplesse de la société andalouse du IXe siècle. Al-Andalus était déjà à cette époque un creuset de civilisation où se mélangeaient arabes, berbères, wisigoths convertis, slaves affranchis et désormais vikings recyclés. Cette diversité ethnique et culturelle contribuait à la richesse et à la créativité de la civilisation andalouse. L'écrasement de l'expédition de 844 marque un tournant décisif dans l'expansion viking vers le sud de l'Europe. Pour la première fois, les Raiders du Nord rencontrent un adversaire non seulement capable de résister, mais de les détruire complètement. Cette leçon douloureuse va modifier profondément les stratégies scandinaves pour les décennies suivantes. Les chroniques nordiques de l'époque, habituellement prolixes sur les exploits guerriers, restent curieusement discrètes sur cette expédition ibérique. Cette discrétion contraste avec les récits détaillés des raids en Angleterre ou en France. Il semble que la défaite de Séville ait constitué un traumatisme suffisamment profond pour que les bardes vikings préfèrent l'oublier. L'impact psychologique de cette défaite dépasse le cadre de l'expédition elle-même. Les Vikings découvrent qu'ils ne sont pas invincibles, que leurs tactiques traditionnelles peuvent échouer face à un adversaire bien organisé. Cette prise de conscience va les inciter à modifier leurs méthodes, privilégiant désormais la prudence à l'audace téméraire. Quand les Vikings tentent un nouveau raid en Andalousie en 859-860, leur comportement a complètement changé. Au lieu de l'attaque frontale et massive de 844, ils optent pour une stratégie de harcèlement, évitant soigneusement les confrontations directes avec les forces andalouses. Cette prudence nouvelle témoigne de l'impact durable du traumatisme sévillan. Cette seconde expédition, menée par le fameux Hastings, ne cherche plus à s'emparer de grandes villes comme Séville. Les Vikings se contentent de raids côtiers rapides, pillant ce qu'ils peuvent avant de fuir vers la Méditerranée. Même cette tactique défensive échoue. Les défenses mises en place par Abd ar-Rahman
Deux fonctionnent parfaitement, et cette nouvelle tentative se solde par un nouvel échec. L'effet dissuasif de la victoire de 844 se prolonge bien au-delà de ces tentatives immédiates. Pendant plus de 100 ans, l'Andalousie reste pratiquement à l'abri des raids vikings. Ce n'est qu'en 960 et 974, sous le règne du calife Al-Hakam II, que de nouveaux dracars sont signalés au large des côtes andalouses, et encore s'agit-il d'expéditions limitées qui n'osent pas s'attaquer aux villes fortifiées. Cette longue période de tranquillité permet à Al-Andalus de développer sa puissance navale et commerciale sans craindre les raids extérieurs. Les ports andalous deviennent des centres commerciaux prospères, les routes maritimes se sécurisent, et l'économie de l'émirat puis du califat omeyyade connaît un essor spectaculaire. La victoire contre les Vikings déclenche une véritable révolution navale en Al-Andalus. Abd ar-Rahman II comprend que cette victoire défensive ne suffira pas. Pour éviter de nouveaux raids, il faut pouvoir projeter la force musulmane sur les mers. Cette prise de conscience va transformer l'émirat omeyyade en puissance maritime méditerranéenne. L'arsenal de Séville, construit immédiatement après la victoire de 844, devient rapidement un modèle d'efficacité technique. Les ingénieurs navals venus de tout le monde musulman, Égypte, Syrie, Ifriqiya, apportent leurs connaissances pour créer des navires de guerre d'un type nouveau. Ces vaisseaux combinent la robustesse des constructions méditerranéennes avec les innovations tactiques inspirées de l'observation des dracars vikings. Les chantiers sévillans produisent bientôt des navires hybrides, plus rapides que les galères traditionnelles, mais mieux armés que les dracars scandinaves. Ces unités nouvelles peuvent combattre aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique, donnant à Al-Andalus une flexibilité stratégique inédite. Cette révolution technique s'accompagne d'une révolution humaine. L'émirat recrute massivement des marins expérimentés, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou même d'anciens pirates repentis. Cette marine pluriculturelle reflète la diversité de la société andalouse et contribue à son efficacité opérationnelle. En quelques décennies, la flotte andalouse devient l'une des forces navales les plus redoutables de son époque. Elle contrôle effectivement le détroit de Gibraltar, perçoit des taxes sur le commerce méditerranéen et peut projeter la puissance omeyyade sur les côtes africaines et européennes. Cette montée en puissance navale transforme Al-Andalus en acteur majeur de la géopolitique méditerranéenne. L'affrontement entre Vikings et musulmans en 844 dépasse le cadre d'un simple épisode militaire. Il révèle la rencontre brutale entre deux civilisations en expansion, deux modèles de société radicalement différents qui s'affrontent pour la première fois de façon directe et massive. D'un côté, les Vikings représentent une société guerrière traditionnelle, organisée autour de liens personnels entre chefs et guerriers. Leur expansion repose sur la conquête et le pillage. Leur tactique privilégie la surprise et la brutalité. Leur organisation reste clanique et décentralisée. Ils incarnent une certaine forme d'anarchie créatrice, capable d'innovations tactiques remarquables, mais limitée par son manque de structures étatiques solides. De l'autre côté, Al-Andalus représente une civilisation étatique sophistiquée, héritière des traditions administratives byzantines et omeyyades. Son expansion repose sur la conquête suivie d'intégration. Ses tactiques combinent tradition militaire arabe et innovation locale. Son organisation reflète la complexité d'un État multiethnique et multiculturel. La victoire musulmane de 844 illustre la supériorité des sociétés étatiques organisées sur les sociétés guerrières traditionnelles, du moins dans certaines circonstances. Quand l'effet de surprise disparaît, quand l'adversaire a le temps de s'organiser, les structures étatiques révèlent leur supériorité en termes de mobilisation des ressources et de coordination tactique. Cette leçon ne vaut cependant que dans des contextes spécifiques. Les Vikings continuent leur succès dans d'autres régions d'Europe où ils affrontent des États moins bien organisés que l'émirat omeyyade. L'Angleterre anglo-saxonne ou l'Empire carolingien en déclin offre des résistances bien moindres que l'Andalousie musulmane. La spécificité d'Al-Andalus réside dans sa capacité à combiner efficacité administrative et diversité culturelle. Cette synthèse originale permet à l'émirat omeyyade de mobiliser rapidement des ressources considérables, tout en maintenant la loyauté de populations très diverses. Cette flexibilité organisationnelle constitue un atout décisif face à des adversaires comme les Vikings. Paradoxalement, cette victoire majeure de l'islam occidental sur les Vikings reste largement méconnue du grand public.
L'historiographie européenne traditionnelle, focalisée sur les exploits vikings en Angleterre ou en France, a longtemps négligé cet épisode ibérique pourtant décisif pour comprendre les limites de l'expansion scandinave. Cette occultation s'explique en partie par les biais culturels de l'historiographie occidentale. Les sources arabes, pourtant détaillées et précises sur cet épisode, ont été longtemps ignorées ou sous-utilisées par les historiens européens. Il a fallu attendre les travaux de spécialistes comme Anne Christie's ou Hugh Kennedy pour que cette bataille retrouve la place qu'elle mérite dans l'histoire européenne. Pourtant, l'impact de cette victoire sur l'équilibre des forces en Europe occidentale fut considérable. En stoppant net l'expansion viking vers le sud, Al-Andalus a indirectement protégé tout le bassin méditerranéen occidental d'une déstabilisation qui aurait pu être dramatique. Imaginez des flottes vikings contrôlant les Baléares, la Sardaigne ou la Corse. L'histoire méditerranéenne en aurait été profondément modifiée. Cette victoire a aussi des conséquences indirectes sur l'évolution du monde viking lui-même. Privés de la possibilité d'expansion vers le sud, les Scandinaves vont concentrer leurs efforts sur d'autres directions. L'Est, la route de la Volga vers Constantinople, le Nord, l'Islande et le Groenland, et l'Ouest, la découverte de l'Amérique. Cette réorientation géographique de l'expansion viking découle en partie de l'échec andalou de 844. Du côté musulman, cette victoire confirme Al-Andalus dans son rôle de bouclier occidental de l'islam. Pendant que l'Orient musulman subit les invasions turques puis mongoles, l'Occident islamique peut développer sa civilisation à l'abri des grandes invasions barbares. Cette sécurité relative explique en partie l'épanouissement culturel exceptionnel de l'Andalousie des Xe et XIe siècles. Les techniques navales développées pour combattre les Vikings trouvent rapidement d'autres applications. La flotte andalouse devient un instrument de politique méditerranéenne, intervenant en Afrique du Nord, dans les îles Baléares et même sur les côtes provençales. Cette projection de puissance maritime transforme l'émirat puis le califat omeyyade en acteur majeur de la géopolitique méditerranéenne. L'impact culturel de cet affrontement dépasse largement son importance militaire immédiate. Dans la mémoire collective andalouse, la victoire contre les Majus, les adorateurs du feu comme les appellent les chroniqueurs arabes, devient rapidement légendaire. Elle nourrit tout un folklore de résistance qui traverse les siècles. Les poètes de Cordoue célèbrent cette victoire dans des qasidas, poèmes panégyriques qui circulent dans tout le monde musulman. Ces œuvres littéraires contribuent à forger l'image d'un Al-Andalus victorieux et invincible, rempart de l'islam face aux barbares du Nord. Cette propagande culturelle renforce la légitimité des Omeyyades et leur prestige international. Du côté scandinave, le silence des sources contraste avec la prolixité habituelle des sagas. Cet épisode traumatisant semble avoir été volontairement occulté par la tradition orale viking, peu désireuse de perpétuer le souvenir d'une défaite aussi humiliante. Cette amnésie collective révèle l'impact psychologique profond de l'échec andalou. Curieusement, c'est dans le folklore galicien que l'on trouve les traces les plus vivaces de ces affrontements vikings ibériques. Les légendes locales ont conservé le souvenir de ces hommes du Nord qui terrorisaient les côtes avant d'être repoussés par l'intervention divine. Ces récits populaires, transmis oralement pendant des siècles, témoignent de l'impression durable laissée par ces événements. La redécouverte moderne de cet épisode coïncide avec le renouveau des études andalouses et vikings. Les historiens contemporains, armés d'outils méthodologiques nouveaux et libérés des préjugés culturels anciens, peuvent désormais analyser cet affrontement avec l'objectivité nécessaire. Cette approche renouvelée révèle la richesse et la complexité de cet épisode trop longtemps négligé. Le sac de Séville de 844 et sa répression sanglante marquent bien plus qu'un simple épisode militaire médiéval. Cet affrontement illustre la rencontre brutale entre deux dynamiques d'expansion européenne, l'expansion viking venue du nord et l'expansion musulmane venue du sud. Pour la première fois, ces deux forces se heurtent directement, révélant leurs forces respectives et leurs limites. La victoire andalouse démontre que les Vikings, malgré leur réputation terrifiante, ne sont pas invincibles face à un adversaire bien organisé et déterminé. Elle révèle aussi la capacité remarquable d'Al-Andalus à mobiliser rapidement des ressources considérables pour défendre son territoire. Cette efficacité militaire et administrative place l'émirat omeyyadé au rang des grandes puissances européennes de son époque.
Au-delà des aspects strictement militaires, cet épisode éclaire la complexité des relations entre chrétienté, islam et paganisme dans l'Europe du IXe siècle. Il montre comment des alliances ponctuelles peuvent se nouer par-delà les clivages religieux, l'alliance entre l'émir de Cordoue et Moussa ibn Moussa, et comment des conversions peuvent faciliter l'intégration de populations étrangères, les Vikings devenus fromagers. Cette histoire, longtemps oubliée, mérite d'être redécouverte. Elle enrichit notre compréhension de l'Europe médiévale en révélant des dynamiques souvent négligées par l'historiographie traditionnelle. Elle illustre aussi la richesse des sources arabes pour l'histoire européenne, source trop longtemps sous-exploitée par les historiens occidentaux. En définitive, le sac de Séville de 844 et sa répression constituent un épisode fondateur de l'identité andalouse. Cette victoire confirme Al-Andalus dans son rôle de puissance méditerranéenne et lui donne les moyens de ses ambitions futures. Elle marque aussi l'arrêt définitif de l'expansion viking vers le sud de l'Europe, réorientant les énergies scandinaves vers d'autres horizons. Cette page d'histoire, écrite dans le sang sur les rives du Guadalquivir, témoigne de la violence et de la grandeur de ces temps où les civilisations se rencontraient dans le fracas des armes et le choc des cultures. Elle nous rappelle que l'Europe médiévale ne se résume pas aux affrontements entre chrétiens et musulmans, mais qu'elle a aussi connu ces moments exceptionnels où des mondes différents se découvraient, s'affrontaient et parfois s'enrichissaient mutuellement dans la douleur et le sang.